Il est 12h30 sur Radio Lomé. Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. Voici les titres. La crise au Sahel au cœur d'un déjeuner hier à Paris entre Emmanuel Macron et son homologue togolais Faure Gnassingbé. Une visite depuis mercredi placée sous le signe d'une redynamisation des relations entre Lomé et Paris. Les Béninois votent demain pour élire leur président. Face au président sortant, deux candidats. L'opposition dénonce d'ores et déjà un scrutin présidentiel verrouillé par Patrice Talon. Un scrutin qui intervient après une campagne électorale entachée de tensions. Le Togo ne dépendra plus de l'étranger en matière de soluté intraveineuse. Dopharma, cette usine pharmaceutique implantée à Lomé, fabrique et met sur le marché des produits pharmaceutiques. Objectif du laboratoire, limiter la dépendance des importations, lutter contre les produits contrefaits et améliorer le système de santé. Nous allons parler dans ce journal avec notre invité, M. Frédéric Doviakwe. Il est le directeur général de Dopharma. Sport football, la troisième journée du championnat national de football de première division. ASCK et Gomido devront confirmer leur bonne forme. ASCO joue la relance et Maranatha doit éviter une descente aux enfers. Et puis à suivre également dans ce journal la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Nous le disions en titre, déjeuner de travail hier au palais de la présidence française entre le chef de l'État Faure Gnassingbé et son collègue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État qui ont d'abord posé pour la traditionnelle photo sur le perron de l'Élysée ont ensuite abordé des questions liées à la crise sanitaire, la coopération bilatérale, la lutte contre le terrorisme, la paix et la stabilité dans le Sahel ou encore la situation dans l'espace UEMOA. Hortense Djoua. Faure Gnassingbé a réitéré à cette occasion l'engagement total du Togo à œuvrer pour le rétablissement de la sécurité au Sahel. Les discussions entre les deux chefs d'État ont également porté sur le renforcement du partenariat entre le Togo et la France. Du côté togolais, on se félicite d'un partenariat renforcé et d'un engagement réaffirmé avec deux aspects mis en avant. D'abord, l'économie et des avancées concernant l'achat des lampadaires solaires, l'électrification d'une cinquantaine de villes moyennes ou encore le partage d'expertise. Ensuite, la convergence de vues sur la menace djihadiste au Sahel. Le contingent togolais de la mission onusienne au Mali compte 1000 soldats et Lomé a organisé la première réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition malienne le 8 mars dernier. Plusieurs ministres membres de la délégation officielle ont pris part aux échanges. Merci à toi,
Hortense Djoua. Un atelier de validation de la contribution des organisations de la société civile à l'avant-projet de loi relative à la vie associative au Togo s'est tenu hier à Lomé. L'atelier se situe dans le cadre d'un processus de consultation dont le but est de guider le gouvernement sur les amendements à apporter au document. À l'issue de ce processus de consultation, un texte comportant des observations et des propositions a été adopté pour être soumis à l'autorité. Monsieur Abitor Komi, président du conseil d'administration de la Fédération des ONG du Togo, FONCTO. On a organisé un processus de relecture et d'analyse critique du projet de loi pour en apporter nos observations et formuler des recommandations à intégrer dans ce projet de loi pour en faire une loi la plus inclusive, une loi la plus adaptée au fonctionnement des OSC que nous sommes. Nous voudrions aussi que cette reconnaissance soit le plus décentralisée possible pour permettre aux organisations de voir leurs tracasseries et leurs difficultés à venir se faire enregistrer à Lomé pendant qu'elles opèrent à Dapaon, dans les savanes ou dans la Kara. Pour Akba Komi, président du conseil d'administration de l'Union des ONG du Togo, UONTO, les OSC apportent une contribution non négligeable dans le développement économique du Togo. Une étude qui a couvert la période de 2008 à 2013 a évalué à 160 milliards de francs CFA la mobilisation de ressources de la société civile pour soutenir le développement national. Annualisé, ça fait environ 30 milliards de francs CFA que la société civile mobilise dans le développement national. Et quand on dit mobilise, ça veut dire que c'est le montant là qui sert à construire des bâtiments scolaires, à construire des centres de santé. Et c'est aussi avec ça que les OSC arrivent à délivrer des services sociaux qui permettent de prolonger la main de l'État vers les groupes les plus vulnérables, les enclavés, tout ça. 7 ans après sa création, le groupe financier Cofina, compagnie financière africaine, fait du Togo une autre filiale. L'implantation de ce groupe, dont l'objectif est de participer au développement économique du pays en contribuant à l'émergence et à la consolidation des PME, va offrir des perspectives heureuses aux entrepreneurs togolais confrontés en général à de sérieuses difficultés d'accès au financement bancaire. La cérémonie inaugurale du groupe Cofina s'est déroulée hier à Lomé en présence de la ministre de la promotion de l'investissement Rose Kai Mivedor et de sa collègue en charge du développement à la base Myriam Dossou. Cofina veut créer de la valeur ajoutée pour ses partenaires et surtout participer au développement du continent africain. Jean-Luc Kona, président du groupe Cofina. La clientèle de Cofina, ce sont des opérateurs qui représentent 90% des acteurs économiques dans le pays, mais qui ont accès à moins de 6% des financements. Et si on n'a pas d'entrepreneurs et de PME africaines fortes aujourd'hui, on n'aura jamais de multinationales africaines demain. Donc la mission du groupe Cofina, c'est d'accompagner ces entrepreneurs et de les rendre solides pour qu'ils puissent relever les défis qui sont nombreux sur notre continent. Et ce qu'on va apporter au Togo, c'est justement une expertise qu'on a développée sur le continent et dans les différents pays voisins et qu'on va adapter aussi aux réalités socio-économiques du pays qui sont d'ailleurs bien définies dans le cadre du PND qu'on est juste venu accompagner. Il suffit maintenant de suivre le cadre et de pouvoir participer durablement au développement du pays. La compagnie, depuis sa création, a financé près de 200 000 projets dans les 9 pays où elle est implantée. Au Togo, il compte apporter une nouvelle expertise de la finance inclusive pour une approche structurée et personnalisée de son offre. La ministre de la promotion de l'investissement Rose Kai Mivedor salue l'initiative. Ce groupe qui est un groupe de mésofinance. Mésofinance, c'est-à-dire que c'est une structure financière, une structure bancaire qui se situe entre la banque commerciale classique et la microfinance. Donc elle apporte des solutions de financement aux PME, PMI, aux très petites entreprises et qui pour certaines sont dans le secteur informel. Notre place financière s'élargit avec un nouvel acteur qui apporte des solutions de financement à nos entreprises. Au Togo, nous avons 86% des entreprises qui sont des TPME, des toutes petites entreprises, des PME, PMI. Pour certaines qui sont dans le secteur informel. Ce sont ces entreprises qui créent de la richesse et notre souhait, c'est que ces entreprises continuent à grandir pour qu'elles puissent partir de petites entreprises à devenir de grosses entreprises bien structurées. Et une institution comme Cofina est là pour apporter des solutions et donc pour nous, on ne peut que saluer cette installation au Togo.
basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cofina, qui est spécialisé dans la mésofinance, ouvre ainsi son 8e marché africain après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Gabon, la Guinée et le Congo. La centaine de journalistes en formation à Atakwame se sont séparés hier après 2 jours de travaux. Il était question d'amener les participants à s'approprier le contenu du nouveau code de la presse et de la communication pour éviter les nombreux dérapages trop fréquents ces derniers temps au Togo. Entre autres thèmes de l'atelier, droits et devoirs du journaliste, éthique et déontologie en journalisme, les innovations apportées au nouveau code de la presse et de la communication, transformation des organes de presse en entreprises de presse, crimes et délits en matière de communication. À la clôture de l'atelier, le ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur les avantages liés à la transformation des organes de presse en société de presse. Ministre Akoda Ayewadan. La presse dans son ensemble est une composante essentielle dans une démocratie et sa structuration, sa professionnalisation est au cœur de l'agenda présidentiel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Atakwame pour plancher ensemble avec les professionnels de la presse togolaise sur les spécificités du code de la presse et de la communication. Vous savez, ce code-là a aujourd'hui plus d'1 an et il comporte un certain nombre d'innovations sur lesquelles il est important d'échanger avec les acteurs sur le terrain afin que la compréhension que les uns et les autres ont de ce document structurant puisse être uniforme. Donc, l'un des éléments essentiels sur lesquels nous avons échangé aujourd'hui reste la transformation des entreprises de presse en sociétés de presse. Au fond, ce qui est souhaité, c'est une formalisation des sociétés de presse. Cette formalisation a plusieurs avantages. Vous savez, se formaliser pour une entreprise de presse, c'est d'abord sécuriser le patrimoine de ceux qui sont derrière la création de l'organe de presse. C'est faciliter les relations entre cet organe de presse avec l'État, avec les salariés, avec particulièrement le fisc aussi. Donc, pour nous, cette structuration est un véritable pas vers la professionnalisation des organes de presse. La transformation en société de presse n'est pas la messe de requiem des organes de presse, au contraire, c'est une exigence qui va entraîner une revitalisation de ces organes-là. Moi, je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous êtes individu et que vous êtes patron de presse, c'est votre patrimoine qui est mis en danger. Mais lorsque vous vous transformez en société de presse, c'est la personne morale, la société de presse qui constitue votre gilet pare-balles, on va dire cela, par rapport à vos relations et par rapport à votre patrimoine. Donc, au total, la transformation n'entraînera pas la mort des organes de presse, elle favorisera la revitalisation de ces organes-là. Dans la transformation, nous espérons aussi le regroupement des organes de presse, parce que sans se cacher derrière son petit doigt, nous considérons qu'il y a beaucoup trop d'organes de presse dans notre pays au regard du marché actuel. En se regroupant, les organes de presse vont mutualiser leurs moyens, vont d'abord se renforcer considérablement. L'exemple que je peux citer, c'est celui d'un organe en ligne, d'un organe radio, d'un organe de presse écrite. Si ces 3 organes se mettent ensemble, la conséquence peut être tout simplement qu'au lieu d'envoyer 3 agents sur le terrain pour couvrir une seule manifestation, ces organes enverront un seul agent sur le terrain. Donc il y a un véritable intérêt à aller vers ces regroupements-là. Alors l'accompagnement du ministère se traduit d'abord par les formations que nous organisons. Nous considérons que, évidemment, pour se transformer, c'est partir d'un point A à un point B. Et pour partir de ce point A vers ce point B, il vous faut apprendre ou avoir quelques prérequis. Et ces prérequis, nous nous engageons à les mettre à disposition. Mais au-delà, nous faisons en sorte aussi que le ministère reste disponible pour écouter les doléances des organes de presse pour que progressivement les goulots d'étranglement, les écueils rencontrés puissent être levés. Aujourd'hui, il me semble que c'est un compte à rebours qui est déclenché. Il ne reviendra pas en arrière parce qu'il n'est pas possible de revenir en arrière. Mais peut-être rassurer aussi que ce compte à rebours ne doit pas être vécu de façon mortifère. La transformation n'est pas la chose la plus difficile. Notre pays a fait des efforts significatifs dans le processus de création des entreprises. En 5 heures, vous avez une société qui est créée. Le climat des affaires dans notre pays permet cela. Donc, moi, je considère qu'il nous faut avancer vers la création des sociétés de presse et puis ensuite, au fur et à mesure, nous améliorerons les écueils que nous rencontrerons.
Et ce communiqué du ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires à l'endroit des conducteurs de taxis, motos et médians, taxi-ville, taxi-brousse, minibus, cars et bus. Dans le cadre de la riposte contre la propagation du coronavirus dans le Grand Lomé et ses environs et dans le souci de protéger les acteurs du transport routier contre le Covid-19, le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires invite tous les conducteurs de véhicules de passagers, à savoir les taxis-motos et médians, les taxis-brousses, les taxis-villes, les minibus, les bus, les cars, etc., à se présenter dans les centres de vaccination munis de leur carte d'identité, passeport ou carte d'électeur pour bénéficier de leur première dose de vaccin contre le coronavirus. Au regard de la propagation vertigineuse du virus et de la multiplication des cas de malades, le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires exhorte tous les conducteurs à se mobiliser pour la réussite de cette opération de vaccination. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires compte sur la compréhension et le civisme de tous les conducteurs dans la lutte contre la pandémie de coronavirus au Togo. Fête à Lomé le 10 avril 2021, le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Acha Deji. Les chiffres du Covid-19 au Togo, chiffres datés d'hier 9 avril 2021, 165 des 1687 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 11 814. 188 guéris ont par ailleurs été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 8 985. Un décès a été par ailleurs enregistré, portant le nombre total de décès à 116. Le nombre de cas actifs est de 2713. À ce jour, un total de 288 679 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. « 5 millions de Béninois se rendent aux urnes demain dimanche dans un climat tendu pour choisir un successeur à Patrice Talon. Face au président sortant, 2 candidats, mais aucune des grandes figures de l'opposition n'a pu se présenter. Si l'issue du scrutin ne semble faire guère de doute, il interroge sur l'avenir du pays et la santé de sa démocratie. Hortense Djoua. L'élection présidentielle de demain au Bénin ne ressemblera à aucune autre. Depuis la restauration du multipartisme en 1990, jamais un scrutin n'avait semblé aussi fermé. Seuls 3 candidats seront en lice, le président sortant Patrice Talon et 2 challengers inconnus du grand public. Ces derniers jours, des incidents se sont produits dans plusieurs villes du pays, signe d'un regain de tension à l'approche d'un scrutin verrouillé par le clan présidentiel, selon l'opposition qui dénonce des réformes politiques et institutionnelles destinées à assurer le maintien de Talon à la tête du Bénin. Ce scrutin présidentiel intervient au terme d'une campagne électorale marquée par des tensions et des violences pour lesquelles aucun bilan officiel n'a été communiqué. Parmi les électeurs, certains évoquent une campagne jamais vue au Bénin qui s'est déroulée en l'absence des poids lourds de l'opposition. Une vingtaine de dossiers ayant été invalidés, seuls 3 candidats sont en lice contre 33 lors de la dernière présidentielle en 2016. L'un des enjeux de la campagne était pour Patrice Talon et ses adversaires, qualifiés de faire valoir par des opposants, de convaincre les électeurs d'aller voter, alors que le taux de participation s'est établi autour de 27% lors des législatives de 2019, selon les chiffres de la Cour constitutionnelle. Le Tchad vote aussi demain pour la présidentielle. Ici, 7 candidats sont en lice, dont le président sortant Idriss Déby qui brigue un 6e mandat. La campagne électorale s'est achevée hier. Une campagne qui s'est achevée sur fond de tension avec l'arrestation de 4 responsables de petits partis d'opposition et un responsable de la société civile. Ils sont accusés par le gouvernement d'avoir planifié des actes terroristes, notamment l'attaque du siège de la Commission électorale nationale indépendante et le saccage des bureaux de vote.
À Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, réélu président avec 98,58% des voix selon les chiffres officiels provisoires. Âgé de 73 ans, Omar Guelleh se présentait pour un 5e et théoriquement dernier mandat face à Zakaria Ismail Farah, un homme d'affaires de 56 ans fraîchement débarqué en politique et dont les chances de victoire semblaient maigres. Les résultats définitifs seront prochainement donnés par le Conseil constitutionnel. En 2016, lors de la précédente élection, M. Guelleh avait été crédité d'environ 87% des voix, là aussi dès le premier tour. Nous passons à la deuxième partie de ce journal invité du jour. Le Togo va désormais dépendre de moins en moins des produits pharmaceutiques grâce à Dopharma, une usine implantée dans le nord-est de Djablé qui fabrique et met sur les marchés nationaux et régionaux des solutés. La capacité de production est largement suffisante pour couvrir tout le pays. L'objectif de Dopharma pour l'heure est de fabriquer massivement dans la chaîne de valeur et de créer des emplois. La politique de consommation locale va permettre l'écoulement de ces produits vers les marchés. Monsieur Frédéric Dovi-Akwe est le directeur général de Dopharma. Il répond aux questions de Odette Pira. Monsieur Frédéric Dovi-Akwe, bonjour. Bonjour madame. Le Togo est l'un des rares pays en Afrique subsaharienne disposant d'usines de fabrication de solutés. Comment est née l'idée d'une telle initiative et quel en est l'objectif global? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation et votre question. Dopharma est une société togolaise fondée par Dr Guy Dovi-Akwe, qui est également fondateur et chef médecin de la Polyclinique internationale Saint-Joseph. L'initiative ou la société envisage d'assurer la disponibilité des solutions pour perfusion tout en garantissant la qualité des produits. Parce que comme vous le savez peut-être, dans le passé, la récurrence des ruptures était très fréquente pour les solutions pour perfusion et le Togo dépendait entièrement des importations. En 3 ans d'activité, peut-on estimer que le Togo est autosuffisant en produits pharmaceutiques tels que les solutés? Il faut dire que nos capacités de production sont largement suffisantes pour répondre aux besoins nationaux. La société Dopharma est une société de la zone franche et on remercie au plan national la centrale publique, la CAMEC et plusieurs grossistes privés pour une très bonne collaboration. Ça veut dire que nous sommes capables à répondre aux besoins nationaux. Néanmoins, il y a toujours des importations des solutions pour perfusion au Togo. Et au plan international, Dopharma exporte également les solutions pour perfusion dans les pays voisins, le Bénin, le Burkina et le Niger. Et nous envisageons également à pénétrer le marché du Ghana et Nigeria dans le proche futur. Notre pays, à travers cette usine, ambitionne de pallier à la récurrence des ruptures de stock sur le plan domestique, mais surtout desservir la sous-région, voire le reste du continent. Notre pays a-t-il les moyens de sa politique vu que la concurrence des grandes puissances est rude? Je crois que la crise Covid-19 est en train de provoquer un changement de paradigme. On réalise que c'est fatal de dépendre entièrement des importations pour des produits critiques comme les médicaments. Il faut tout faire pour produire sur place, de participer encore plus activement dans la chaîne de valeur. On ne peut pas rester un simple consommateur qui enrichit les pays étrangers. Et à mon humble avis, la substitution des importations est un réel moteur de développement, car ça renforce notre savoir-faire de production, crée des emplois et transforme une perte en un profit durable sur le plan économique et social. En ce qui concerne les moyens de politique, le Togo doit poursuivre la promotion de la consommation locale et continuer l'intégration régionale pour augmenter le commerce intra-africain. Et à un moment donné, je crois qu'il faut aussi réfléchir sur les mécanismes protecteurs, comme la limitation des importations au niveau régional. Nous sommes dans une zone économique internationale qui collabore et je crois que ces questions, à un moment, quand il y aura assez de capacité de production dans la sous-région, il faut aussi réfléchir qu'au niveau régional, comment est-ce qu'on peut soutenir ces structures
pour le bien-être en fait de la population. À l'opposé des autres structures qui font appel aux expatriés considérés plus expérimentés, vous employez totalement des jeunes Togolais. Exactement. C'est en fait lié au fait que je crois que le défi que nous avons, c'est un défi d'expérience et non de compétences. C'est vrai que le secteur pharmaceutique est un secteur très critique, aussi très complexe. La conception de notre usine a été faite avec l'appui des experts allemands et la mise en place du système de gestion de qualité a été réalisée avec des experts très expérimentés qui nous ont accompagnés dans le début, mais qui ont eu aussi le devoir très clair de faire un knowledge transfer. Et une fois que ce knowledge transfer a été réalisé, nous sommes contents et fiers qu'aujourd'hui, notre effectif est quasiment 100% togolais et qu'on a pu trouver la compétence au niveau national. Cette usine répond-elle aux exigences internationales en termes de qualité? Oui, nous disposons en fait d'un outil de production très avancé. Nous disposons d'un laboratoire de contrôle de qualité très bien équipé avec toutes les technologies requises. Et notre système de qualité opère selon les bonnes pratiques de fabrication. Et on a également eu la chance d'être évalué à plusieurs reprises par les experts togolais et internationaux. Pour terminer, sur le plan social, quelles peuvent être les retombées pour la population? Je crois tout d'abord, c'est l'assurance de la disponibilité d'un produit critique, c'est l'assurance de la qualité du médicament, c'est aussi un moyen de lutte contre les faux médicaments. Au-delà, c'est la création de l'emploi et une contribution au développement économique du Togo. Merci, monsieur. Je vous remercie. Sport, football, le ballon rond va rouler ce week-end sur les pelouses du Togo pour le compte du 3e chapitre d'élite 2020-2021. Plusieurs rencontres palpitantes sont au programme. La page des sports de ce journal avec Kilim Poyode. Dans la zone sud, Entente de Jou Maranatha en perte de repère cette saison. Ange, au fond du gouffre, tentera d'engranger ses premiers points face au requin Maldanihog. Gomido, très en forme, aura à cœur de conforter sa position de leader de la zone face à Dito. ASOTR croise les crampons avec Togoport. Dans la zone nord, Sarah FC de Bafilo en avancée ce samedi aura fort à faire face à l'os dur ASCK, leader de la zone et meilleure attaque du championnat. Ifouja et Korok de Tchamba vont chacun tenter d'arracher les points de la journée. Duel fratricide entre Semassi et Unisport. Asko va se relancer face au promu AS Bina de Pagouda. Tous ces matchs se jouent à 15h. Sur le continent, la dernière journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions se joue ce week-end. Ce samedi, Zamalek d'Égypte reçoit Tanguet du Sénégal. Espérance de Tunis déroule le tapis à Mouloudia, club d'Alger. Oroya de Conakry jouera son va-tout face au Sud-Africain de Kaiser Chiefs et Wydad Athletic Club de Casablanca croise Petro de Luanda. Hier déjà, bonne opération des clubs de la République démocratique du Congo, tout-puissant Mazembe et AS Vita Club qui ont battu leurs adversaires respectivement Al Hilal et Al Merrek du Soudan par 2-1 et 3-1. Tout-puissant Mazembe et Vita Club, faut-il le rappeler, sont déjà éliminés de la course. Al Hilal d'Égypte a battu les Tanzaniens de Simba FC par 1-0. Revue de presse. Principal sujet à la une des parutions cette semaine, la visite officielle du chef de l'État en France. Léontine Atogima. Tête à tête, Gnassingbé et Macron ont faim l'heure, s'exclame Flambeau des démocrates. Le grand quotidien national commente le président de la République Faure Gnassingbé à Paris en France à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Cette visite d'amitié de travail comporte pour l'essentiel deux volets, la diplomatie et surtout l'économie, ajoute Togo Presse. Nouvelle Tribune va plus loin dans les commentaires en indiquant qu'au cœur des entretiens, les deux présidents évoqueront des sujets d'intérêt commun touchant
à la situation dans le monde dans un contexte de crise sanitaire, à la sous-région et aux relations bilatérales. Outre l'entretien avec le président français, le chef de l'État rencontrera, selon son agenda, plusieurs dirigeants de grands groupes français évoluant dans les domaines de l'énergie, de l'eau, du numérique et des infrastructures, poursuit le journal L'Économiste. Cette visite vient-elle mettre fin à la polémique de la dynamique Monseigneur Kodjo sur une prétendue relation tendue entre la France et le Togo? Chronique de la semaine répond le président Faure Gnassingbé à l'Élysée, la DMK au cachot. Selon l'hebdomadaire, cette visite met fin aux supputations inutiles qu'entretiennent les responsables de ce regroupement sur les relations entre le numéro 1 togolais et les premières autorités françaises. La parution estime que ce déplacement officiel de Faure Gnassingbé à l'Élysée devrait couper l'herbe sous le pied de cette frange de l'opposition togolaise qui, plus d'un an après la dernière élection présidentielle, croit dur comme fer qu'elle est la gagnante de ce scrutin et que Paris n'aurait pas donné son quitus à Lomé. Rappelons également que les menaces djihadistes dans le Sahel étaient au cœur des échanges entre Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron au cours d'un déjeuner à l'Élysée. Le Mali, victime de ces menaces djihadistes, est à pied d'œuvre pour la restauration de l'état de droit après le coup d'État. Le Togo, qui accompagne ce pays pour la réussite de la transition, a pris part à l'ouverture de la première session du Conseil national de transition. La présidente de l'Assemblée nationale togolaise, Madame Yawa Tchega, a été témoin de ce moment historique dans la vie politique du Mali, signale Gazelle Info. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce magazine pluriel. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Nous nous retrouvons samedi prochain.